Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, plus de 100 000 fonctionnaires fédéraux ont déclenché la grève mercredi, ce qui a provoqué le plus important débrayage depuis plus de 30 ans au pays. Les salaires et le télétravail sont au cœur de ce conflit. J'ai fait le point avec la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier. Bonsoir, Madame Fortier. Bonsoir. Parlons d'abord des impacts de cette grève. C'est la période des impôts, les vacances approchent. On sait qu'il va y avoir de nombreuses demandes pour les passeports. À quoi les Canadiens peuvent s'attendre comme impact direct sur leurs services? Bien, premièrement, merci de me recevoir aujourd'hui. Nous savons que nous travaillons à toutes les heures, évidemment, depuis près de 2 semaines à faire la médiation avec le syndicat et nous allons continuer à le faire. Évidemment, nous avons des interruptions de service, mais nous avons quand même les services essentiels qui vont se poursuivre. Alors, les Canadiens peuvent savoir qu'ils vont avoir accès à leur programme de sécurité. Je pense à l'incitatif pour enfants, les différents, l'assurance-emploi. Tous ces programmes essentiels vont se poursuivre. Il y a certains programmes, évidemment, qui vont être touchés et il va falloir être patient, mais les Canadiens doivent savoir qu'on travaille très fort à la table parce qu'on sait que l'important, c'est de trouver une entente qui est compétitive, qui est juste pour les travailleurs, mais aussi raisonnable pour les Canadiens. Vous dites que les Canadiens vont justement devoir être patients. Est-ce que la grève pourrait retarder les remboursements d'impôts, par exemple, pour être très concret, là? Bien, écoutez, évidemment, vous devez savoir que c'est l'Agence du revenu du Canada avec la ministre Le Boutillier qui est responsable, mais je l'entendais aujourd'hui partager le fait que et si vous faites des demandes qui sont en ligne au niveau numérisé, il n'y aurait pas de problème, mais c'est surtout ceux et celles qui vont remettre leur rapport d'impôt en papier, qu'il pourrait y avoir des retards. Donc, il va falloir regarder en ligne. J'invite les Canadiens à voir comment les services vont être touchés. Ce qu'on fait, puis je veux rassurer le fait qu'on veut essayer, évidemment, de mettre tous nos efforts pour arriver à une entente le plus vite possible afin de poursuivre tous les services au pays. Bon, parlons justement du cœur de ce conflit. Les fonctionnaires sont sans contrat de travail depuis 2021. Il y a encore plusieurs points qui achoppent à la table des négociations, selon le syndicat, notamment la question des salaires. Le syndicat demande une augmentation de 13,5 sur 3 ans. Vous offrez, le gouvernement, 9 sur 3 ans de votre côté. Est-ce que votre gouvernement prend en compte la hausse du coût de la vie dans son offre? Bien, écoutez, une des choses que je voulais au moins que tout le monde soit au courant, c'est qu'on a tablé notre première offre l'an dernier et le syndicat est sorti de la table et sont revenus en médiation il y a 2 semaines. Et là, on a présenté la recommandation de la Commission d'intérêt public qui disait que 9 était l'objectif qui devait être atteint à la table de négociation. Et ça, c'est ce qui est offert présentement sur la table. Ouais. Et on pense évidemment que c'est un montant qui est raisonnable, qui est juste pour les travailleurs. Et évidemment, on va continuer à avoir des conversations, mais je vous dirais que ça va soutenir évidemment le climat économique qu'il y a présentement. Parce que le syndicat dit non à l'offre de 9 Est-ce que votre gouvernement a les moyens d'offrir davantage alors qu'on se dirige peut-être vers une récession? On sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes économiques. Est-ce que vous avez une marge de manœuvre pour bonifier votre offre? Mais moi, j'ai reçu un mandat, évidemment, du premier ministre et de la ministre des Finances. On travaille à l'intérieur de cette offre-là. Je ne peux pas aller dans les détails, évidemment, mais je peux vous dire que ce qu'il y a sur la table présentement, c'est une entente qui est juste, qui est raisonnable et même compétitive. Et si on regarde les tendances, comme la Banque du Canada a annoncé au niveau de l'inflation, ça pourrait descendre à 3 Donc, on suit vraiment les pressions économiques pour s'assurer qu'on offre aux fonctionnaires ou aux employés une offre qui est à la hauteur qu'on peut leur offrir pour offrir les services aux Canadiens, évidemment. Ouais. Sur la possibilité d'une loi spéciale, on sait que ce matin, le premier ministre Trudeau l'a écarté pour le moment, dit-il, mais il a dit que les Canadiens risquent quand même de perdre patience si cette grève perdure. On sait que vous êtes confiant d'en arriver rapidement à une entente. Qu'est-ce qui justifierait une loi spéciale sur le retour au travail, selon vous? Votre gouvernement va tracer la ligne où?
Mais moi, je vous dirais, présentement, on est à la première journée, on concentre parce qu'ils sont encore à la table. Nous sommes encore à la table. Je suis convaincue qu'on a les ingrédients pour pouvoir avoir des compromis nécessaires pour arriver en entente. Alors, je focus là-dessus à ce moment-ci. Et puis, évidemment, je suis certaine qu'on veut tous arriver à une entente. C'est pour ça qu'on concentre nos efforts à la table présentement. Oui. L'autre enjeu, justement, à la table des négociations, c'est le télétravail. Il y a plusieurs fonctionnaires, on sait, qui ont travaillé de la maison pendant la pandémie. Mais au mois de décembre dernier, vous avez vous-même annoncé que les fonctionnaires vont travailler en présentiel au moins 2 jours ou 3 jours par semaine. Est-ce que vous êtes prêt à augmenter le nombre de jours en télétravail pour les fonctionnaires? Premièrement, je voudrais juste qu'on se rappelle qu'on a été forcés. Ça a été par nécessité qu'on a travaillé de la maison pendant la COVID. Et par la suite, il y a eu une transition vers un modèle qui était hybride. Et on a à regarder au niveau de cette directive pour permettre aux employés à continuer à travailler 2-3 jours à la maison lorsque ça a été annoncé, entre autres, en décembre dernier. Et on continue à regarder comment on peut s'assurer d'offrir le meilleur service aux Canadiens et aux Canadiennes. Et le télétravail, c'est quelque chose qu'on va continuer à offrir à 2-3 jours par semaine qu'on va pouvoir travailler à la maison. Et puis, s'assurer, évidemment, qu'on puisse mettre sur... La conversation se passe à la table présentement au sujet du télétravail. Oui, mais pour le moment, les négociations achoppent sur le télétravail. Est-ce qu'il y a de l'ouverture de la part du gouvernement de ce côté-là? Il y a plusieurs discussions qui se passent présentement et plusieurs discussions dont le télétravail. On va continuer, puis on pourra rapporter lorsqu'on va avoir une entente quelle forme que ça va prendre. Vous avez dit à plusieurs reprises aujourd'hui et pendant cette entrevue que vous êtes optimiste de voir les pourparlers progresser. Vous avez même dit que vous êtes convaincu qu'il va y avoir une entente rapidement. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste? Bien, je pense qu'on a tous, les deux parties, un principe dont nous sommes d'accord et en commun. On veut servir les Canadiens. Alors de là, je pense qu'on a une possibilité de démontrer que les fonctionnaires ont travaillé très fort, surtout, entre autres, pendant la pandémie, et on amène, nous, une offre qui permet de démontrer que ce travail est reconnu, tout en étant évidemment raisonnable pour les contribuables, pour les Canadiens. Et en étant à la table ensemble, je suis convaincue qu'on va trouver une entente qui est favorable pour les deux parties. Alors, on va continuer à suivre les négociations. Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. La grève des fonctionnaires entraîne, entre autres, des retards dans le traitement des demandes d'immigration au pays. J'ai discuté des impacts avec Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, c'est un plaisir d'être ici. Merci d'être avec nous, c'est très apprécié. Hier, en conférence de presse, vous avez été vraiment très direct. Vous avez dit que la grève entraînerait des conséquences graves au sein de votre ministère et des retards aussi dans tous les services d'immigration. Parlez-nous d'abord des impacts qui se font déjà sentir dans votre ministère. C'est difficile de comprendre exactement les conséquences de cette grève pour les temps de traiter des cas, mais je pense que l'impact est sérieux. C'est simple, quand il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté leur travail, il y a un impact sur l'opération de mon ministère. C'est important de comprendre le réseau international continue leur travail et des personnes qui fournissent les services essentiels pour la situation d'urgence. C'est possible pour continuer cette activité, mais l'impact pour traiter des cas normaux est très sérieux et grave selon moi. Oui. Sur les demandes d'immigration et de citoyenneté, on sait que c'est déjà très long et très lourd pour ceux et celles qui font des demandes d'immigration et de citoyenneté. Ce sont des processus qui peuvent déjà engendrer beaucoup de stress. Alors, on imagine que c'est encore pire quand une grève s'ajoute à ça. Quelles sont les mesures qui sont prises par votre ministère pour tenter de, je dirais, réduire le plus possible les impacts de la grève?
C'est une activité pour moi maintenant pour utiliser des ressources pour minimiser l'impact de la grève, mais pour le service qui n'est pas essentiel pour la situation d'urgence, c'est essentiel pour pause quelques activités. Juste pour exemple, la cérémonie de citoyenneté est annulée pour maintenant, et parce que le réseau, c'est très difficile pour gérer la situation avec des ressources qui continuent de travailler maintenant. Mais quand nous comprenons la situation et avec le nombre de personnes qui continuent leur travail, c'est possible pour utiliser des ressources d'une façon différente, comme la situation normale, pour protéger l'habilité, pour continuer d'offrir les services essentiels pour les personnes qui fuient l'oppression, les guerres, pour les personnes qui sont en danger. Mais ce n'est pas simple et l'impact n'est pas certain maintenant parce qu'après quelques jours, des prochaines semaines, l'habilité pour comprendre les solutions pour réduire l'impact de la grève est possible après quelques jours. Oui. Le ministère de l'Immigration, Monsieur le ministre, on se rappelle, a eu son lot de problèmes pendant et après la pandémie, des problèmes qui ont défrayé beaucoup les manchettes. Vous aviez apporté des correctifs. Il y avait eu des progrès, d'ailleurs, d'enregistrer. Est-ce que vous craignez que cette grève, ça vienne faire reculer tous les progrès qui avaient été enregistrés, justement, au sein de votre ministère? Oui, c'est très difficile. Après la pandémie, les arriérés sont plus grandes, mais nous obtenons beaucoup de progrès. Juste pour exemple, le temps pour traiter des cas pour la réunification familiale et pour l'entrée express pour les personnes qui arrivaient dans les voies économiques et retourner à le service qui existait avant la pandémie. Et les permis de travail, les permis d'études est très proche de le service qui est disponible avant la pandémie. Et pour le visa normal, juste pour visiter Canada, c'est très proche d'obtenir le même résultat qui existe avant la pandémie. C'est très difficile à ce moment pour les personnes qui ont besoin d'utiliser des programmes d'immigration pour la réunification avec la famille, pour les entreprises qui ont besoin de travailleurs, sont des certaintés pour cette personne. C'est très difficile et très personnel pour ils. Mais c'est la situation maintenant. J'espérais les syndicats continuent de participer dans la négociation avec notre gouvernement pour chercher une solution permanente. C'est très important pour continuer de démontrer l'habilité pour réaliser le service essentiel et dans une situation normale. Ouais. Nous obtenons beaucoup de progrès. C'est difficile maintenant avec la grève, mais je pense que nous avons l'habilité pour continuer la négociation pour chercher une solution permanente. Oui. Bien, justement, votre collègue, la présidente du Conseil du Trésor, se montre, elle, très optimiste optimiste que les partis vont en arriver à une entente rapidement, que la grève va se régler rapidement. Est-ce que vous êtes optimiste de votre côté que ça va se régler vite? Oui, je suis toujours optimiste, mais il y a beaucoup de travail. La priorité pour moi est pour continuer les négociations pour la raison de chercher une solution. Je pense que le syndicat et le gouvernement veulent d'obtenir une solution, un nouveau accord avec les termes pour les personnes de retourner à la bureau et pour continuer de faire des tâches essentielles et pour traiter les cas plus vite. C'est important pour moi et j'ai respecté les droits de les syndicats, les droits pour les travailleurs, mais je veux de trouver une solution plus vite et je pense que c'est possible, mais c'est résultat dépend sur les négociations sur la table et c'est la priorité pour le gouvernement de continuer d'avoir des conversations sur la table. Oui. Est-ce que votre gouvernement, justement, négocie en ce moment avec le syndicat? Est-ce qu'il y a des pourparlers au moment où on se parle?
Le gouvernement continue de négocier avec les syndicats. C'est une priorité. J'ai beaucoup de discussions avec le ministre Fortier pour soutenir l'effort de le Treasury Board pour continuer de chercher une solution. Mais le test n'est pas fini. Mais je suis optimistique. Il y a une solution dans l'avenir, mais le travail continue avec moi, avec le ministre Fortier et des autres ministres aussi. Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, merci beaucoup. Merci de votre temps. Et merci, j'apprécie. Et cette grève dans la fonction publique fédérale, c'est justement notre premier sujet d'analyse avec les journalistes Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada à Ottawa, et Catherine Lévesque du National Post. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. On est au jour 2, donc, de la grève dans le secteur public fédéral. Les services essentiels sont maintenus, mais quand même, il va y avoir des impacts. Il y a déjà des impacts dans certains secteurs. Catherine, je vais commencer avec vous. Est-ce qu'Ottawa a de la marge de manœuvre pour bonifier son offre aux syndiqués? Sinon, quel impact pourrait avoir ce conflit sur le gouvernement si ça se prolonge? Bien, en termes d'impact financier, la marge de manœuvre, plutôt, Ottawa a toujours le choix d'en donner plus, mais je pense que le gouvernement fédéral sait très bien que la facture sera très salée. Déjà, on est assez généreux en donnant 9% sur 3 ans. C'est ce qui avait été recommandé par le médiateur. Et on trouve que c'est une bonne offre, une offre qui est qui est correcte, qui respecte la capacité de payer des contribuables canadiens. Alors, je vois difficilement comment le gouvernement pourrait décider d'en donner un peu plus, mais comme vous pouvez constater, là, vraiment, il y a un gros écart quand même avec les demandes là, des syndiqués. En ce qui concerne les services, l'impact de cette grève, écoutez, elle vient de commencer. Déjà, il y a de la grogne, il y a de la frustration de la part des Canadiens qui veulent un passeport, qui veulent des gens qui veulent immigrer au Canada, des gens qui veulent des services finalement du gouvernement fédéral. Donc, on vient à peine de se sortir finalement de cette situation où on n'arrivait pas, par exemple, à commander un passeport. Il y avait des délais incroyables. Là, les choses commençaient à revenir à la normale et là, on est replongé finalement dans une situation où on pourrait le voir des délais. Donc, je vous dirais que c'est très, très frustrant là, pour le gouvernement. Ouais. Sur la possibilité d'une loi spéciale, si évidemment la grève se poursuit. Et Yves, on le sait, le NPD et le Bloc ont déjà dit qu'il n'était pas question d'appuyer le gouvernement pour une loi spéciale. Est-ce qu'on peut imaginer les conservateurs voter avec les libéraux si on se rend jusque-là? Est-ce que vous pouvez imaginer ça, vous? Oui, je peux l'imaginer, mais remarquez, les conservateurs nous ont habitués à beaucoup de surprises. Ils peuvent y aller avec de la petite politique et décider de ne pas appuyer cette loi spéciale, mais ce ne serait pas pour des raisons économiques, ce serait vraiment pour des raisons idéologiques. Mais assurément, Justin Trudeau aura la mèche très courte dans ce conflit-là parce que, Catherine l'a dit, là, on vient de passer à travers une année très difficile en matière de certains services, n'est-ce pas, passeport, ne serait-ce de la charte des voyageurs qui était très bancale, les listes d'attente en immigration. Bref, est-ce qu'on est prêt encore à retrouver des services difficiles à avoir? Parce que chaque jour de grève qui passe va faire en sorte que ça va être de plus en plus difficile de revenir à la normale après. Alors, M. Trudeau aura la mèche courte. Il devra faire de l'œil aux conservateurs pour avoir leur appui. Est-ce que M. Poilievre peut se permettre de l'appuyer? Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de choix quand viendra le temps de le faire. Mais évidemment, c'est un conflit où personne n'a vraiment l'appui du public en ce moment, ni M. Trudeau, ni les syndiqués, parce que, justement, on sort de cette année difficile. Oui, Catherine, sur la possibilité d'une loi spéciale de retour au travail, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça va être justement, les libéraux vont devoir se trouver un nouveau partenaire de danse en la personne de Pierre Poilievre. C'est quand même assez drôle quand on constate le ton des débats cette semaine, les insultes qui ont été lancées d'une part et d'autre. Mais
Voilà, je pense que vraiment là, si jamais on en vient à une loi spéciale, là, c'est pas encore fait, mais décidément, Justin Trudeau ne pourra pas compter sur l'appui là, de Job Meeting. C'est un non catégorique. Ouais. Même chose pour Yves-François Blanchet là, pour le Bloc québécois. Là, il n'est pas question pour eux d'appuyer une telle loi. D'ailleurs, c'était un peu le même scénario là, lors de la loi spéciale dans le port de Montréal. C'était la même chose, finalement. Les conservateurs d'Erin O'Toole, à l'époque, avaient appuyé les libéraux. Donc, on pourrait revoir là, ce même scénario-là. Sur un autre dossier, maintenant, on a appris hier dans un document qui a fait l'objet d'une fuite que Justin Trudeau aurait déclaré en privé à l'OTAN que le Canada n'atteindrait jamais les objectifs de l'Alliance en matière de dépenses militaires, c'est-à-dire le fameux 2 % de son PIB. Yves, quels pourraient être les impacts de cette révélation pour Justin Trudeau au Canada, mais aussi à l'international? Je dirais minime. Parce que le Canada peut pas perdre une réputation qu'il n'a plus, parce que on le sait, en matière de dépenses militaires, le Canada n'est pas de taille sur la scène internationale, et c'est correct ainsi, parce que est-ce que les forces armées sont mal équipées et sous-financées? Tout le monde s'accorde pour dire que oui, mais est-ce que on veut devenir une puissance militaire? Ça m'étonnerait. Et on sait que pour atteindre le fameux 2 % souhaité par l'OTAN, le 2 % du PIB en dépenses militaires, il faudrait que le Canada investisse des sommes colossales et l'acceptabilité sociale au Canada n'est pas là pour aller aussi loin. Je disais pas plus tard qu'aujourd'hui qu'il fallait que le Canada investisse jusqu'à 75 milliards de dollars de plus sur 5 ans pour atteindre ces niveaux-là. Est-ce qu'on veut aller là au Canada? Ça m'étonnerait énormément. Pour ce qui est de la réputation internationale, ça fait belle lurette qu'elle est perdue. Oui. Catherine, rapidement, parce qu'il faut aller un peu plus vite, ça arrive évidemment, ces révélations-là, alors qu'il y a 60 personnalités qui ont publié une lettre cette semaine pour presser Ottawa d'en faire plus en matière de défense. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ben il y a l'international, mais au niveau domestique aussi, il y a beaucoup de pression là, finalement pour en faire plus. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été vraiment déçues du dernier budget là, en voyant qu'il n'y avait pas d'investissement massif dans les forces armées canadiennes. Alors vraiment là, on manque de ressources humaines, mais on manque aussi de matériel. En bon québécois, ça fait dur là finalement. Donc il faudrait en faire plus, mais Yves a raison, ça va coûter là, excessivement cher. C'est des milliards et des milliards de dollars pour en arriver aux 2 %. Donc, en attendant, là, et Chrystia Freeland l'a bien dit aujourd'hui, là, on se concentre sur ce qu'on peut faire. On aide l'Ukraine, on donne de l'argent, mais il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut faire actuellement. Sur l'autre dossier chaud de la semaine, évidemment, c'est le voyage de Justin Trudeau en Jamaïque avec sa famille. Le commissaire à l'éthique avait donné le go à ce voyage. Le premier ministre se défend en disant que les liens entre les deux familles, la famille Trudeau et la famille Haute en Jamaïque, ça remonte à plus de 50 ans. Radio-Canada a révélé qu'il y avait plusieurs objections par rapport à ce voyage au sein même du premier ministre, du bureau du premier ministre Trudeau. Yves, à quel point cette affaire, c'est dommageable pour Justin Trudeau, vous pensez? Ça l'est pour une raison très simple, c'est qu'on dirait que dans ce bureau-là, dans l'entourage de Justin Trudeau, personne ne se pose jamais la question comment le Canadien, la Canadienne de la classe moyenne va percevoir cette vie au-dessus de la mêlée, n'est-ce pas, ces privilèges que M. Trudeau s'accorde en toute légalité, là, mais je crois que c'est excessivement mal perçu. On a l'impression qu'ils ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs gestes. Ça me fait penser à peu près au même sujet là, de la belle-sœur de Dominique Leblanc, là, Martine Richard, qui était commissaire intérimaire au conflit d'intérêts. Comment ça se fait que personne, quelque part dans la machine, n'a pas pensé que ça n'avait pas de bon sens? Ça me renverse. Ça me fait penser que M. Trudeau est fort mal conseillé parce qu'il ne cesse de répéter les mêmes bourdes tout le temps depuis 2015. Catherine et Yves, merci beaucoup. Ça fait le tour des sujets cette semaine. Merci. Au revoir. Plaisir. De nouveaux changements à l'Organisation internationale de la francophonie. L'ancienne candidate caquiste dans Sherbrooke, Caroline Saint-Hilaire, a été nommée administratrice de l'OIF. Caroline Saint-Hilaire occupe maintenant
le deuxième poste en importance au sein de l'organisation. Je l'ai rejoint à Paris mercredi. Bonsoir, Madame Saint-Hilaire. Bonsoir, Mme Bégin. On sait que le Québec a son propre statut indépendant au sein de l'OIF. Je vous demanderai d'abord, quelle est l'importance de l'OIF pour le Québec et comment vous voyez votre mandat, vous? Oh, c'est une grande question, ça, Mme Bégin. En fait, pour le Québec et autant pour le Canada, c'est la francophonie, l'OIF, c'est un acteur, un partenaire important. Et on l'a vu de la part du gouvernement du Québec, notamment par la présence du premier ministre du Québec dans le cadre du dernier sommet de Djerba. Et d'ailleurs, tout le monde me parle de ça, de la présence du premier ministre du Québec pendant tout le long du sommet. Alors, le Québec a une voix très, très importante au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais il y a le Québec, il y a le Canada, c'est 88 États membres, pays qui font partie de la grande famille de la francophonie. Et dans le fond, moi, j'ai été nommée, bien sûr, proposée par le gouvernement du Québec, mais nommée par la secrétaire générale. Et je tiens à le dire, Mme Bégin, j'ai passé un processus rigoureux, comme la plupart des gens qui postulent pour un emploi. Et c'est la secrétaire générale qui a fait son choix sur ma candidature. Et ce qu'elle souhaitait comme profil, comme administrateur, administratrice, c'est quelqu'un issu idéalement du milieu de terrain, parce que c'est probablement de mes forces qui l'a convaincue comme ancienne mairesse de Longueuil. Vous le savez, Mme Bégin, les maires, les élus municipaux sont des gens proches des citoyens, un gouvernement de proximité. Et c'est le mandat que m'a confié la secrétaire générale. Vous parlez de la gestion des ressources humaines. On sait qu'il y a eu plusieurs changements dans l'Organisation internationale de la francophonie récemment. En fait, vous succédez au Canadien Geoffroy Monpetit, qui est arrivé après le départ, je dirais, rapide de Catherine Cano. Il y a plusieurs médias qui ont fait état de tensions, de conflits à la tête de l'organisation, notamment avec la grande patronne, Mme Mushikiwabo. À quel point c'est un défi pour l'OIF de redresser la barre à ce stade-ci? En fait, c'est le défi de toute bonne organisation, Mme Bégin, et vous me permettrez de ne pas pouvoir commenter sur mes prédécesseurs puisque je n'y étais pas. Moi, je suis arrivée depuis 2 semaines. Je vois le travail, les objectifs, la volonté de la secrétaire générale, qui, soit dit en passant, a été reconduite dans son mandat de façon unanime par tous les États. Il y a des médias qui ont rapporté un sondage à l'interne de l'OIF, un sondage qui démontre que 44% des employés pensent avoir été victimes de harcèlement moral au travail et 9% de harcèlement sexuel. Est-ce qu'il y a un problème au niveau des ressources humaines à l'OIF? Est-ce que vous diriez ça? Évidemment, vous êtes là depuis récemment, mais quelle est votre opinion là-dessus? En fait, il y a plusieurs choses à dire sur ce sondage. Tout d'abord, dire que le sondage fait suite, encore une fois, à la volonté de la secrétaire générale. Elle a fait un audit pour savoir qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe moins bien au niveau de l'organisation. Et c'est les auditeurs qui lui ont dit, écoutez, il y a peut-être un enjeu, et qui était d'ailleurs avant l'arrivée de la secrétaire générale, au niveau de différentes relations, différentes, justement, vous parlez d'harcèlement sexuel, psychologique, et c'est la secrétaire générale qui a, demandé à avoir une politique contre le harcèlement et qui, avec les représentants des employés, dit, bien parfait, on va aller écouter les employés, qu'est-ce qu'ils ont à dire. On peut entrer en long et en large dans le sondage. Il y a un chiffre aussi qui est très important, dont on parle peu, c'est que 100% des cas où les gens se disaient avoir été agressés, lésés ou victimes ont été réglés à satisfaction. Cela étant dit, il y a un enjeu. On est en train de l'adresser, si vous me permettez. On est en train d'y donner suite en écrivant une politique. On va la présenter aux ressources humaines. On va aussi la présenter aux États membres de l'OIF parce qu'on n'a pas de cachette, on n'a pas de secret, on agit en transparence. Est-ce que vous croyez que ça a eu un impact sur la crédibilité de l'organisation au moment où vous arrivez en poste? Ce serait naïf de ma part de penser que quand on voit des papiers négatifs, ça nous aide pas. Ça nous aide pas comme organisation, mais plus que ça aide pas la francophonie. Et ça, tout le monde en est conscient. Alors, ça nous appartient, moi comme administratrice, toute l'organisation, mais plus que ça, tous les États membres doivent faire partie de la solution si on veut réussir cette francophonie. Caroline Saint-Hilaire, merci beaucoup et on vous souhaite le meilleur dans votre nouveau défi. Merci.
Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi.